Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. En un seul clic. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Bien le bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ici Moïse Elf depuis les locaux d'Africatech pour votre émission Africatech. Africatech, votre émission de technologie pour l'Afrique. Alors pour le numéro du jour, je serai accompagné de nos merveilleux chroniqueurs de la radio. J'ai cité avec moi Alamine Mahamat qui vient du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Moïse, bonjour à tous. J'ai aussi avec moi Chérifa Obon du Gabon. Bonjour Chérifa. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Et pour terminer, Raja Dignas. Bonjour Raja. Bonjour Moïse, bonjour à tout le monde. Alors Raja, il est du Congo-Brazzaville comme moi. Et on te souhaite la bienvenue sur le plateau d'Africatech. Au plaisir. Alors nous commencerons d'habitude avec la Minute Click. Nous enchaînerons avec la Minute Décryptage dans laquelle nous parlerons de l'état des lieux de Starlink, la société de Elon Musk et sa propagation en Afrique. Et nous terminerons avec le débat virtuel qui porte sur BurkinaOS, un système d'exploitation fait par des Africains pour les Africains au Burkina Faso pour répondre aux besoins de l'administration burkinabèse. Mais avant tout, place à la Minute Click. Africatech. La minute clic. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les phares actualités phares de la semaine. Africatech. Le Burkina Faso prépare le déploiement de BurkinaOS, un système d'exploitation libre pour l'administration publique. Ce projet piloté par le ministère de la Transition digitale vise à renforcer l'autonomie technologique du pays tout en modernisant ses services administratifs à travers des solutions sécurisées et open source. La RCA utilise des outils numériques pour sensibiliser les jeunes vulnérables au VIH dans un contexte de faible alphabétisation. Des plateformes comme Europère offrent des informations fiables sur la santé sexuelle. Le numérique représente un espoir pour lutter contre le VIH et améliorer l'accès à l'information. Les Comores ont obtenu un financement de la BAD pour soutenir le projet d'appui à la digitalisation de l'économie BADEC. Ce projet intégré au plan Comores Emergement 2030 vise à moderniser les services publics, améliorer l'infrastructure numérique et tendre la connectivité dans le pays. Africatech. La minute clic. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les phares de la actualités semaine. phares de la semaine. Africatech. Très chers auditeurs, nous sommes de retour pour la Minute Décryptage. Aujourd'hui, dans notre rubrique, nous nous penchons sur la révolution en cours, l'arrivée d'Internet par satellite en Afrique. Plus particulièrement, le service Starlink développé par Elon Musk, le PDG de SpaceX. Alors, que représente Starlink pour l'Afrique? Pourquoi fait-il autant parler de lui? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes avec Alamine Mahamat. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Africatech. La minute décryptage. La Minute Décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Eh bien, imaginez un Internet accessible partout, même dans les régions les plus reculées du continent, là où les câbles de fibre optique ne peuvent atteindre et où la couverture mobile est encore faible. Grâce à une flotte de satellites en orbite basse, Starlink promet une connectivité Internet de qualité, peu importe où vous vous trouvez. En Afrique, où beaucoup d'endroits restent sous-connectés, cela pourrait être un véritable game changer. Mais Starlink n'est pas encore disponible partout. En fait, la commercialisation de ces équipements est interdite dans plusieurs pays d'Afrique, tels que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la RD Congo et même ici au Sénégal. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'a pas encore signé d'accord avec les gouvernements locaux qui veillent à respecter leurs régulations en matière de télécommunications. Cela soulève plusieurs questions. Comment gérer l'arrivée de ce nouveau service sans perturber les opérateurs locaux et surtout, comment encadrer son utilisation? D'un autre côté, la demande pour Starlink n'a jamais été aussi forte. Les incidents survenus en mars dernier, lorsque des câbles sous-marins ont été endommagés, perturbant l'accès à Internet dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, ont renforcé l'intérêt pour
l'Internet par satellite. Starlink, bien que relativement cher, environ 396 $ au Rwanda et 631 $ au Nigeria pour le premier mois, attire les PME et les particuliers avec un certain pouvoir d'achat, notamment dans les zones rurales et reculées. En plus de cela, les consommateurs africains apprécient la flexibilité du service. Une installation simple, sans technicien et une connexion utilisable partout, même dans les zones les plus isolées. Cependant, tout n'est pas parfait. Tous les gouvernements locaux craignent que ces connexions échappent à la taxation et puissent même poser des problèmes de sécurité nationale. Prenez le cas du Mali, où le gouvernement a souligné que ce type de connexion pourrait potentiellement favoriser l'activité de groupes armés terroristes dans certaines régions. On comprend donc pourquoi certains pays hésitent encore à ouvrir leurs portes à Starlink sans garantie. Pourtant, certains signes d'ouverture apparaissent. Le Ghana, après avoir initialement déclaré l'utilisation de Starlink illégale en décembre 2023, est maintenant en pourparlers pour régulariser la situation. Cela montre que les autorités africaines reconnaissent l'importance de cette technologie, mais veulent s'assurer qu'elle soit bien encadrée. Alors, quelle est la prochaine étape pour l'Afrique? Starlink représente-t-il l'avenir de l'accès à Internet sur le continent? Cela dépendra largement de la capacité des gouvernements et des fournisseurs à trouver un terrain d'entente. Une chose est certaine, la demande pour les solutions Internet plus rapides, fiables et accessibles ne cessera de croître. Et pour les autres fournisseurs d'accès à Internet en Afrique, c'est un signal fort. Ils doivent revoir leurs offres, proposer des solutions plus flexibles et surtout améliorer le service client. Après tout, les consommateurs veulent une connexion stable, qu'ils soient en ville ou à la campagne. L'arrivée de Starlink pourrait bien les pousser à innover pour rester dans la course. Alors, l'Afrique est-elle prête pour l'ère de l'Internet par satellite? L'avenir nous le dira. Mais il est indéniable que les avancées sont en marche. Africa Tech, La minute décryptage. La minute décryptage. analyse et commentaires sur le digital. Africa Tech. Merci beaucoup à Lamine et chers auditeurs, ce sera tout pour la minute décryptage. On se dit à tout de suite pour le débat virtuel. Africa Tech. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent africain. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Très chers auditeurs, nous sommes de retour pour la dernière rubrique de notre émission, le débat virtuel. Alors aujourd'hui, nous sommes au Burkina, nous parlons du projet Burkin OS. Burkin pour Burkina, j'imagine. Burkin OS, c'est le système d'exploitation fait par les Burkinabés pour l'administration burkinabaise. De façon générale, j'aimerais déjà avoir vos avis. On va commencer par qui? Par Raja? Oh oui, volontiers. Déjà, en parlant de Burkin OS, c'est un système d'exploitation qui va beaucoup susciter, comment dirais, une révolution dans beaucoup de pays africains pour se dire que voilà, pour se dire que si les autres l'ont fait, nous aussi on peut bien le faire. Donc un système d'exploitation avec telle envergure nécessitera, c'est vrai, beaucoup de ressources, mais va contribuer largement vraiment au développement des services que le gouvernement burkinabé peut octroyer ou pour donner à la population et même à certains prestataires privés. Sharifa? Je m'inscris totalement d'accord avec les propos de Raja. Je pense que ça reste quand même une très belle initiative et ça montre que l'Afrique en général et le Burkina Faso en particulier fait de plus en plus de pas vers l'autonomie technologique et c'est bien pour le pays en soi et qui plus ça vise l'administration publique, ça ne peut être qu'une belle initiative à encourager. Alamine. Moi, je dirais que c'est un pas que le Burkina fait pour encourager les pays africains à les suivre dans l'autonomie et la souveraineté numérique. Très bien. Alors, ma première question, quelles sont selon vous les implications de l'adoption d'une telle solution? Ça, c'est une question très très intéressante. Oui, Raja. Déjà, voilà, lorsqu'on parle des implications de l'adoption de cette technologie pour le gouvernement burkinabé précisément, même pour tous les Africains aussi, je dirais. Déjà, la technologie open source va réduire la dépendance aux technologies étrangères. Et du fait qu'elles soient open source, donc ça donne la capacité de contrôler ce que nous faisons. Et même au cas où le pays tomberait dans des sanctions internationales telles que les embargos et tout, voilà, le pays est libre de gérer tout ce qu'il a entre ses mains sans pourtant dépendre d'une quelconque entreprise étrangère. S'il arrivait par malheur, je dis bien par malheur, je ne le souhaite pas, que le Burkina tombait sous des sanctions à cause de la révolution technologique qu'elle est en train de faire, je pense qu'ils seront sauvés. Très bien. Alors, c'est salutaire, quoi. Merci beaucoup Raja pour le petit rappel à nos auditeurs. On dit qu'un projet est open source lorsque
n'importe qui peut avoir accès au code source dont le but d'y contribuer d'une certaine manière. À la différence des systèmes propriétaires qu'on connaît comme Windows et Mac OS, un système propriétaire très souvent basé sur Linux permet à n'importe qui a les capacités de pouvoir contribuer. Et on va continuer avec Alamine, toujours avec la même question. Bon, moi, je dirais... Ce système permettra de renforcer les compétences locales. Bon, déjà avec ça, ça va encourager la formation des talents locaux et le développement des compétences techniques au sein du pays. Parce que c'est vrai, c'est une initiative louable de commencer un projet, mais mettre les moyens pour former les gens, pour comprendre ce système et l'appliquer, c'est autre chose. Et également, il y a le contrôle total sur les mises à jour et les fonctionnalités du système. Par exemple, on a l'habitude de voir dans les systèmes qu'on a, Windows ou Mac OS, ce sont les propriétaires étrangers qui font les mises à jour. Et cela dépend des problèmes qu'eux-mêmes ils ont relevés. Pourtant, et de leur calendrier aussi. Et de leur calendrier également. Pourtant, avec Burkin OS, les mises à jour seront faites selon le calendrier personnel de l'État et également les nouvelles fonctionnalités seront là pour répondre aux besoins de la population locale. Très bien. Sherifa? Je vais simplement revenir sur ce qui a déjà été dit. Je pense que quelque part, il y a vraiment la promotion de l'innovation locale, en fait. Parce que c'est un système qui a été développé par des locaux. Donc, c'est vraiment, pour moi, un grand pas vers l'autonomie technologique, en fait. Parce que c'est quelque chose qui a été fait sur le plan national. Et ça ne peut qu'encourager, en fait, la mise en place d'autres initiatives sur le plan local, en fait. Donc, ça va promouvoir l'innovation sur le plan technologique. Et ça va davantage renforcer la souveraineté numérique qu'on reproche tant à l'Afrique de ne pas avoir, en fait. Et en plus, je pense que ça agit directement dans l'amélioration du travail de l'administration publique, en fait, dont on parle souvent de la lenteur, des retards. Et donc, avoir de tels systèmes, ça va aussi améliorer le travail de l'administration publique et être bénéfique aux populations. Et j'aimerais aussi ajouter la réduction des coûts sur les logiciels. Oui, parce que déjà, les logiciels open source, ils sont moins coûteux que ceux qui sont Windows et consorts. Les propriétaires. Et ça va permettre au Burkina d'économiser et de réinvestir sur des secteurs qui seront plus... Les secteurs qui demandent plus. Oui, qui seront plus bénéfiques pour le pays. Très bien. On parle de Burkina OS. Burkina OS est censé être un projet open source. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, open source dit ouvert à tous pour la contribution, pour améliorer le projet. Ça peut paraître paradoxal de s'imaginer que quelque chose qui est ouvert à tous peut offrir plus de sécurité d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez l'expliquer de façon claire aux auditeurs? Quelles sont les implications de sécurité pour le projet Burkina OS? Bon, moi je dirais principalement, en développant une technologie nationale, le pays va maîtriser entièrement son infrastructure numérique. Déjà, il va permettre un contrôle direct sur la gestion et sur le stockage et la protection des données qu'ils vont recevoir, sans risquer de dépendre des fournisseurs étrangers déjà. Et encore, ils ne seront pas soumis aux lois et restrictions par rapport au système propriétaire. On a également l'adaptation aux besoins locaux parce que la technologie nationale peut être développée et adaptée en fonction des besoins effectifs du pays et de l'administration publique. On a également la dépendance vis-à-vis des restrictions commerciales. Comme Raja l'a dit tout à l'heure, s'ils sont par exemple soumis à un embargo, le fait que ce soit une propriété propre au pays, du gouvernement, les restrictions commerciales ne s'appliqueront pas dessus. Pas du tout. Très bien. Oui, Raja? Parlant de tout à l'heure, de ce que Alamine disait, je me suis rendu compte, bien que ce soit open source, les gens se posent la question, mais bon, c'est fragile, hein, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Justement. Et j'ai dû remarquer une chose, que les documents, les applications, les logiciels open source sont les mieux documentés que d'autres applications. Du coup, quand c'est documenté, il y a une traçabilité de savoir que jusqu'à tel niveau on peut faire, jusqu'à tel niveau on ne peut pas faire. Et si ces documents sont à la portée de toutes les personnes qui vont utiliser ce système, je crois qu'il n'y aura pas du laisser-aller et les choses se feront dans le strict respect des règles de la technologie. Et pour simplement appuyer, oui, Sherifa? C'est un système qui bénéficie de la transparence du code, contrairement à des solutions propriétaires. Contrairement à des solutions propriétaires. Et donc, vu que tout le monde a accès un peu plus facilement, ça pourrait également permettre d'identifier plus rapidement les vulnérabilités et les corriger, en fait. Contrairement aux solutions propriétaires où le code appartient aux propriétaires, quand c'est ouvert, pas mal de personnes peuvent avoir accès, mais ça peut également permettre d'identifier finalement les failles et de les corriger aussitôt, en fait. Oui, Alamine? J'aimerais rajouter juste un petit truc. Les systèmes d'exploitation étrangers, par exemple, bon, c'est pas tant mauvais, mais certains systèmes, ils laissent des backdoors. Un backdoor, c'est une faille ou un accès caché dans un système que le concepteur du système a laissé exprès. Et certains systèmes étrangers,
il les laisse là juste pour, je sais pas, pour voler des informations. Et pour avoir un contrôle. Oui. Oui. Par contre, quand le système est fait et open source, ces backdoors ne peuvent pas, même s'ils sont détectés, ils peuvent faire la mise à jour et rectifier directement. Oui, parce Pourtant, qu'eux-mêmes, ils savent où est-ce que le problème se situe. Très bien. Et je pense qu'avec aussi la sensibilisation et la formation du personnel par rapport à ces systèmes d'exploitation, ils sauront mieux faire en fait face aux attaques. Parce que je pense que quand ils vont sensibiliser, instruire le personnel de santé, ils vont les instruire par rapport aux cyberattaques en fait. Je pense que quand même ils vont mettre en place une équipe ou des personnes en fait capables de gérer ce genre de situation, parce qu'ils vont se préparer en avance et dire qu'attention, il peut y avoir une faille, il peut y avoir un problème en fait. Et s'il y a la faille, s'il y a le problème, c'est comme ça qu'il faut réagir en fait. Très bien. Raja, tu veux rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec eux. Si on peut voir d'autres aspects aussi, d'autres axes aussi, parlant de la sécurité et la gestion des données. J'aimerais beaucoup plus toucher sur la réduction des risques de cyberattaque et la violation des données. Comme ce qui vient de dire tout à l'heure, je pense que le contrôle total des infrastructures informatiques par un gouvernement est très crucial pour la protection des données sensibles, beaucoup plus gouvernementales. Comme je donne l'exemple la dernière fois de l'Union africaine, leur siège, ce qui s'est passé. Donc lorsque ce sont des choses qui sont à la portée de tous, c'est très très dangereux. Mais quand le gouvernement a un contrôle total sur ces données, il ne peut pas avoir de violation sans qu'il y ait détection de cette violation par le gouvernement. On pourrait aussi parler de l'impact économique du projet. On voit un envol dans le domaine de la technologie, c'est clairement un avantage. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des avantages économiques à la réalisation de ce projet-là de Burkina OS? Bon, moi je dirais tout à l'heure, déjà la réduction des coûts. Parce que en adoptant un système étranger, on va payer beaucoup plus. On va déjà avec dans la minute click ou bien dans la minute décryptage tout à l'heure je parlais de Starlink et c'est payant. Oui. Imagine $363 pour le premier mois. Pour le premier mois, pour se connecter grâce à un satellite. Et imagine un autre système, par exemple Windows. Adapter le système Windows à tous les secteurs administratifs publics d'un pays, c'est coûteux. Les mises à jour sont coûteuses. Les rectificatifs sont coûteux. La maintenance est coûteuse. Même les licences, elles sont coûteuses. Ça va réduire les coûts et le pays va réinvestir l'argent qu'ils vont garder dans d'autres secteurs. Déjà, et avec le système open source, je pense, comme la cyberattaque qui a été, les câbles sous-marins qui ont été endommagés par les requins qui ont mangé ces câbles, les infrastructures locales vont mieux se développer pour pouvoir pallier à certains problèmes. Oui, d'accord. Juste pour continuer ce qu'Alamine disait tout à l'heure, les infrastructures locales seront adaptées par rapport même aussi aux circonstances et à l'environnement du pays. Parce qu'on ne va pas construire des choses qu'on ne pourra pas maîtriser et qui va facilement être détruite en un rien de temps en fait. Donc ça sera adapté par rapport aux localités, par rapport aux régions, par rapport même aux différents terrains qu'on peut observer dans la région. Et un avantage économique également, c'est la création de l'emploi. Oui, certainement. La création de l'emploi, les talents qui seront formés, les jeunes gens qui seront formés, il y aura la création de l'emploi et facilement on peut apporter une hausse dans l'économie nationale. Donc on peut dire qu'on retient plus de points positifs que de points négatifs. Je dirais que oui, mais sans oublier aussi qu'il y a un côté négatif pour le développement de ce logiciel parce que je peux compter environ 7 points majeurs qui peuvent s'inclure sur les conséquences négatives. Je ne voudrais pas être pessimiste face à cela parce que nous, les Africains, lorsque nous voyons quelque chose de nouveau et tout, on se dit, lui, il part d'un côté négatif, il ne veut pas le développement de l'Afrique, pas du tout. Mais si on soit rationnel, logique, on peut se dire, oui, les points négatifs sont minimisables par rapport aux points positifs. Donc, du coup, on va être optimiste. Mais rien ne m'empêche de pouvoir les expliquer. Par exemple, je prends... Vas-y, présente-nous 3 points négatifs. 3 points négatifs. Déjà, les coûts initiaux sont élevés et la complexité de mise en œuvre d'un tel système. Ce n'est pas une application, c'est tout un système d'exploitation. Ça veut dire que tous les ordinateurs, tous les appareils de pouvoir public, de l'administration publique vont utiliser ça. Donc, du coup, il faut beaucoup de moyens. Peut-être il faut changer beaucoup de matériel. Il faut faire beaucoup d'installations. Les coûts sont déjà élevés. Et une application de telle envergure, ça demande aussi une bonne participation à la ressource humaine. Bon, je crois bien que les Burkinabés sont capables de le faire. Mais je crois aussi qu'on va importer la main-d'œuvre extérieure. Donc, oui, l'expertise extérieure. Exactement. Mais Chérif, excuse-moi, si on ne fait pas attention, on peut sortir directement du contexte de l'autonomisation numérique.
Moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que lorsqu'on parle d'un projet, c'est quelque chose qui est d'abord au préalable réfléchi. Même avant d'annoncer ça, a fait l'objet de discussions dans les coulisses en amont, en fait. Donc, on se dit qu'il y a eu une équipe en place des entreprises. Je pense qu'il y a eu une équipe en place des discussions, en fait. On a vu la faisabilité, les points positifs et les points négatifs, en fait. Donc, je pense que tous ces éléments ont été pris en compte. Et en plus, si on parle de souveraineté numérique, il y a même un point qui a été évoqué lorsqu'on fait des recherches, c'est la formation du personnel de santé. Donc, lorsqu'on voit un projet, il faut bien se dire que ça vient du gouvernement qui a pris le temps de réfléchir par rapport à une étude qui a été faite. Exactement, il y a une étude qui a été faite au préalable avant de pouvoir en fait se projeter par rapport à la réalisation, à la mise en place de la chose. Mais bien que ça soit voté par le gouvernement et tout ça, on n'oublie pas qu'il y a aussi un côté négatif. Parce que déjà, même pour si... ces formations, oui, ils sont obligés d'appeler de l'aide extérieure. Exactement. Oui, l'expertise. Donc, est-ce que vous voulez dire que le Burkina n'a pas la main-d'œuvre qualifiée pour réaliser un tel projet? Non, mais c'est moi, pas je me tant dis... la main-d'œuvre qualifiée. C'est si déjà on a besoin de faire une formation pour apprendre aux gens, ça veut dire qu'il y a des lacunes qu'il faut combler. Exactement. Et on ne peut pas combler ces lacunes avec n'importe qui. Et là, on parle d'un système d'exploitation open source, donc ça bien sera sûr, ce n'est pas une utilisé par tout le monde. Ok, donc ce qu'on peut retenir, c'est que la possibilité, elle existe, Oui. mais ça ne garantit rien que ça va se passer comme ça. C'est pas tant ça ne garantit rien, c'est que pour qu'elle soit bien faite, il faut de la main-d'œuvre extérieure. Sherifa n'est pas d'accord avec vous. Oui, je ne suis pas d'accord, mais en plus... Je le vois, je le constate. Mais en plus, Moïse, s'il te plaît, je vais te voler une minute. Okay, mais en vas-y, plus, Sherifa. mais même il n'y a aucune grande puissance qui se développe réellement sans l'apport d'une main-d'œuvre extérieure, en fait. Même les grandes puissances, on a toujours besoin de quelqu'un de plus grand parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus grand que toi, en fait. Exactement. Et même si on parle d'autonomie technologique, je me dis, tu n'as pas d'informations sur la chose, tu ne vas pas te lever un matin et la mettre en place. Tu as besoin de quelqu'un qui a des connaissances au préalable pour t'instruire. Donc... Ça veut dire que tu rejoins Raja. Non, mais juste une chose. Raja, il a dit quelque chose de très important. Il a dit pour un début. Oui. Mais justement, c'est pas pour toujours. C'est pas pour toujours. Il y a un temps défini. C'est peut-être pour un début qu'ils auront besoin de l'aide de la même manière qu'un petit frère a besoin de son grand frère. Exactement. Et là même c'est ça encore, que je dis que... si ce nouveau format ne s'implique pas trop, ça va devenir une formation perpétuelle, quoi. Ils veulent pas avancer, on leur donne de la connaissance, ils veulent pas faire des efforts pour pouvoir apporter un plus à leur pays. Si on n'est pas patriote, étant donné que le but c'est l'indépendance technologique, la souveraineté numérique, on va rester positif. Oui, non, tu peux terminer. Je voulais ajouter un autre point parce que tu m'as dit d'en parler de 3 au moins. Ouais. Oui, déjà je ne pas d'accord. Déjà le premier, il me reste 2 points. Le dernier point. Il me reste 2 points. Vas-y. Alors, l'autre point, je ne veux pas parler encore de l'expertise extérieure pour ne pas que Sherifa soit contre moi, mais j'aimerais parler aussi de la résistance au changement au sein de l'administration. Parce que ceux qui se travaillent à l'administration sont habitués, ils sont déjà là à travers un système qui existe. Alors, apporter une nouveauté, ça peut avoir un petit impact momentané dans la productivité, dans leur travail. Du coup, les gens sont habitués, par exemple, avec Windows, je sais que je fais ça, je trouve ceci. On me ramène exactement, contrôle X, contrôle C, tout, c'est facile. Mais un nouveau système, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, du coup, ça peut créer un petit retard pendant un temps. Et voire même, il y a certains employés qui vont dire, bon, moi, je suis pas habitué à ça, je vais pas le changer. Vieux, là. Exactement, ils ont peur du changement. Mais bon, comme la jeunesse burkinabé est déterminée à travailler, je crois que ce problème ne sera pas visualisé pour ne pas attiser encore l'opposition de Sherifa. Et les derniers points? Le dernier point, c'est le risque de personnalisation excessive. Parce que c'est open source, donc tout le monde peut avoir accès pour faire ce qu'il veut. Et ça peut provoquer beaucoup de choses, à savoir, par exemple, la surcharge de personnalisation. Comme je disais tantôt que si je suis à Ouagadougou, je développe, je rentre dans l'open source, j'ajoute des fonctionnalités selon mon besoin. Par exemple, je suis à la mairie de Ouagadougou. Et quelqu'un qui est dans une autre communauté, une autre ville, peut aussi adapter par rapport à son besoin. Et quand il y aura des mises à jour à faire, il y a des versions différentes qui peuvent être générées. Du coup, c'est à cause de la surcharge de la personnalisation qui peut créer ce genre de problème. Mais je crois que ici, on est bien assis, on réfléchit bien là-dessus. Ces problèmes peuvent être palliés sur la réglementation de cette technologie, selon par le gouvernement. Ouais. Merci beaucoup, Raja. Un dernier mot pour la fin, peut-être, Sherifa? Pour moi, ça reste une belle initiative et surtout, j'essaye de voir un peu plus loin et un peu plus grand. C'est par rapport à la promotion de l'innovation, le développement des technologies locales, en fait. Donc, c'est à encourager. Alamine? Donc, moi, je dirais, ce qui est plus à encourager, c'est cette transition dont Raja parlait, la transition entre les systèmes Windows ou Mac OS au système open source, qui est vraiment quelque chose qu'il faut... Il faut que les jeunes burkinabés, non seulement les jeunes, mais ceux également qui sont déjà à la tête des services publics, fasse une bonne planification, tu veux dire? Ouais. Raja, on va terminer par toi. Pour moi, s'il faut dire un seul mot, c'est motivation, parce que c'est un projet qui est une motivation pour beaucoup de pays africains.
Donc si ils peuvent se lancer dans l'initiative, je crois que d'ici 20 ans, 25 ans, l'Afrique va vraiment célébrer son autonomisation numérique. Très bien. Alors, c'est sur ces notes qu'on va terminer notre débat virtuel. Sur ces notes, je veux dire, sur ces mots de Raja. Je remercie les auditeurs d'avoir eu ce moment avec nous. Je vous remercie plutôt les invités d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci à Asiba, encore à la réalisation. Vous pouvez retrouver ce numéro, chers auditeurs, sur nos plateformes et notre application disponible sur le Play Store. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.